Dans cette troisième vidéo dédiée à l'orientation des points, nous allons pousser un petit peu plus loin ce que nous avions fait dans la vidéo précédente. Donc à partir d'une courbe, nous avions donc récupéré toutes les informations nécessaires à l'orientation correcte des points et nous avions vu avec les matrices comment faire tourner les vecteurs en fonction d'un axe. Donc la rotation des points est homogène, tous les points tournent de la même manière. On va donc mettre de côté ce premier wrangle que nous avions fait pour essayer de générer quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Dans ce wrangle, l'angle était contrôlé avec un paramètre utilisateur. Nous allons remplacer ça par un attribut qui va être contrôlé par un noise spatial, de manière à avoir une rotation, une orientation des points qui dépendra de leur position dans l'espace. Donc, on va utiliser le node attribute noise de manière à créer un nouvel attribut. Donc, cet attribut sera un attribut de type float. Pour rester cohérent, on va l'appeler angle. Il aura bien, c'est bien l'attribut de point, il sera stocké sur les points. Et nous allons définir sa valeur. La valeur pourra être positive ou négative et avec une amplitude de 1, puisque comme on l'a vu, c'est toujours préférable d'avoir des valeurs qui soient normalisées. On peut désactiver le output row value de manière à avoir des valeurs qui vont bien aller de -1 à +1. Après, ça va plus être une question de choix esthétique. Et maintenant que nous avons cet attribut angle, nous allons faire en sorte d'orienter chacun des points en fonction de cet attribut. Le petit tool que nous allons faire va être très similaire au précédent, mais on va le refaire, c'est toujours une bonne habitude à prendre pour la pratique. Donc, nous allons créer une matrice M et nous allons la définir comme étant une matrice identitaire. Voilà, donc je vais commencer à tasser un petit peu les lignes maintenant, c'est des choses dont on commence à avoir l'habitude, donc on va pouvoir compresser un peu. On n'est pas obligé de faire la déclaration et l'assignation de valeur sur deux lignes différentes. On peut compresser un petit peu tout ça. Très bien, donc maintenant nous allons faire tourner cette matrice avec la fonction rotate. Donc nous allons faire tourner la matrice M en fonction d'un angle et pour chaque point, le wrangle ira récupérer l'attribut angle qui a été généré par l'attribut noise juste avant. Et la direction, l'axe de la rotation, c'est toujours notre tangente, donc le vecteur tangente U. Voilà. Et ensuite, donc, on va appliquer cette rotation au vecteur up et au vecteur normal, de manière à garder les deux vecteurs bien perpendiculaires. On applique la même transformation sur les deux. Donc là encore, on va compresser un petit peu les lignes. Donc on va dire que le vecteur up est égal à lui-même. Donc on va utiliser cette petite abréviation, donc fois égal. Donc ça veut dire que le vecteur up va être égal à lui-même multiplié par la matrice M. Et on va faire pareil pour le vecteur normal, fois égal. Voilà. Donc on a maintenant quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Alors pour vérifier que tout fonctionne bien, je vais me mettre sur l'attribut noise et je vais commencer à jouer un petit peu avec ces différents paramètres. Donc on peut jouer sur l'element size, qui va définir la fréquence du bruit. On peut également activer l'animation. Et donc ici en bas à gauche, je vais activer le real-time toggle de manière à ce que
Dini ne joue pas l'animation à plus de 24 frames par seconde. Et voilà le genre de choses qu'on obtient. Alors, comme tout à l'heure, on voit que l'amplitude de la rotation est relativement limitée. Donc, vous vous souvenez, c'était une histoire de radians. Donc, on va ici multiplier l'angle par 6,28 de pi. Voilà, et on a maintenant quelque chose de beaucoup plus, une amplitude angulaire beaucoup plus importante. Et je vais calmer un petit peu l'animation en augmentant le pulse duration. Et je vais également augmenter un petit peu l'élément size, voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà, donc on commence à avoir un comportement dynamiquement intéressant. Alors pour mieux visualiser ce qui se passe, on va tout de suite mettre en place la dernière, ce qui sera normalement la dernière étape de notre petit outil. On va venir décaler les points de la courbe en fonction du vecteur normal. Donc, ce premier wrangle, là, on va l'appeler rotation. Et on va créer un nouveau wrangle. Voilà, c'est toujours préférable de séparer un petit peu les choses. C'est plus facile à débugger quand il y a des problèmes. Et nous allons appeler ce nouveau wrangle applique déplacement. Et donc tout simplement ce que nous allons faire, c'est dire que la position, donc vecteur attribut position, avec un P majuscule, plus égal, on va ajouter à la position le vecteur normal. Vecteur arrobase normal. Voilà. Alors, le résultat est relativement illisible. On a en fait un vecteur normal qui est beaucoup trop grand. L'affichage des vecteurs normal, up et direction qu'on avait tout à l'heure ne représentent qu'une portion. On peut les régler pour les agrandir ou les diminuer. Donc il va falloir ajouter dans notre outil ici, ajouter un paramètre qui va nous permettre de contrôler cette amplitude. Alors, encore, pour faire ça proprement, on va créer une nouvelle variable de type float qu'on va appeler amplitude et qui sera égale à un channel, donc un paramètre utilisateur, et qu'on va nommer de la même manière par facilité pour que ce soit plus lisible. Voilà, channel amplitude. Je clique ici sur le create pair parameters de manière à créer mon petit paramètre et on va venir multiplier le vecteur par ce paramètre d'amplitude. Quand on multiplie un vecteur par un float, c'est bien le vecteur qui va être multiplié. Les trois composantes du vecteur vont être augmentées de la même manière. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien un petit contrôle ici qui va me permettre de gérer l'amplitude de mes déformations. Donc, je vais mettre le display sur la rotation et je vais activer le template sur le déplacement de manière à ce qu'on voit bien ce qui se passe. Je vais en profiter pour cacher tangente U et up de manière à n'avoir que le node normal. Voilà. Donc ça va générer cette espèce d'échelle qui permet de bien voir comment les points d'origine de la courbe sont déplacés. Voilà, donc ça c'est une première étape. Donc on a déjà un résultat qui est relativement intéressant. On a un contrôle sur l'amplitude du décalage. Ce qui pourrait être intéressant maintenant, c'est de pouvoir contrôler l'amplitude en fonction de la longueur de la courbe.
ici, on a, même si la direction est très variable, l'amplitude reste toujours la même. Donc pour faire ça, on va se faire un petit peu de place et on va venir ici, juste avant l'attribut noise, récupérer un paramètre qui va nous permettre de savoir pour chaque point à quel niveau de la courbe il se situe. Donc on va créer un paramètre qu'on va appeler curveView par convention, de manière à ce qu'il vaille 0 pour le premier point et 1 pour le dernier point, quel que soit le nombre de points. Donc pour faire ça, on va une fois de plus passer par un petit wrangle. Je vais l'appeler curveView. Et donc c'est vraiment une convention, hein, le curveView, c'est quelque chose qui vient des NURBS, ou les surfaces NURBS qui sont générées à partir de plusieurs courbes. Certaines vont être les courbes U, d'autres les courbes V, et les paramètres curveView et curveV permettent de se repérer. Donc on conserve, par convention, on va conserver cette dénomination. Donc l'idée ici va être donc d'ajouter un attribut de type float, qui va donc s'appeler curveView, qu'on voit ici. Et ce curveView, on va lui donner comme valeur le numéro du point divisé par le nombre total de points. Et donc le point 0, imaginons qu'on ait une courbe avec 10 points. Le point 0 divisé par 10, ça nous donnera un curveView de 0. Et le dernier point, s'il y en a un point numéro 10, 10 divisé par 10, ça nous donnera une valeur de 1. Donc, dans un wrangle, le nombre de points, c'est une variable de type integer qui s'appelle ptnum, c'est comme point number, et on va diviser ça par une integer qui va s'appeler numpt, qui correspond au number of points. Ça peut se mélanger un petit peu les pinceaux. Là encore, c'est une question d'habitude à prendre. Voilà. Donc je valide ça, et on voit ici que curveView reste toujours égal à 0. Donc a priori, il y a un problème quelque part, et ça, c'est un petit truc qui peut vous faire des petits nœuds au cerveau pendant un moment. Dans un wrangle, quand vous tapez une opération mathématique, quelle qu'elle soit, le résultat sera typé en fonction du type de la première opérande. Donc ici, point number est une opérande de type integer, donc c'est un nombre entier. Donc la division sera arrondie pour être traitée comme une integer. Et comme le nombre de points total sera toujours supérieur au numéro du point, la valeur sera toujours une valeur décimale du type 0, quelque chose, et sera donc toujours arrondie à 0. Donc pour contourner ça, on va forcer Houdini à lui dire, tu prends le numéro du point, mais tu m'en fais une valeur de type float. Voilà. Et on a donc bien maintenant nos valeurs qui apparaissent ici. Donc le point 0 a une valeur de curveView 0, le point 1 de 0,037, etc. et ainsi de suite. On remarque que le dernier point n'a pas la valeur de 1, alors qu'il devrait avoir la valeur de 1. La raison derrière ça, elle est toute simple. Hein. On a ici le point qui a le numéro 26, mais le nombre total de points, comme la numérotation commence à 0, est bien de 27. Et donc le dernier point a comme valeur de curveView 26 divisé par 27, donc ce qui fait presque 1, mais pas complètement. Donc pour remédier à ça, si on veut être vraiment propre, ben, on va tout simplement diviser non pas par le nombre de points, mais par le nombre de points moins 1. Voilà. Et on a donc bien maintenant des valeurs de curveView qui vont de 0 à 1. Je vais revenir dans ma vue en 3D, je vais mettre le display sur le curveView et je vais venir créer un nouveau visualiseur de type marqueur. Je vais l'appeler curveView. Je vais lui demander de m'afficher la valeur de curveView.
donc maintenant, pour chacun des points, on a bien ici la valeur de CurveView qui va de 0 au début de la courbe, 0,5 au milieu et 1 à la fin. Donc ces deux petites lignes de code là, que j'aurais pu mettre en une seule, mais que j'ai préféré séparer ici pour des questions de lisibilité, ces deux petites lignes de code, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser dans plein de cas de figure différents. Ce qu'on va faire avec dans ce petit applicatif n'est qu'un exemple, mais bien évidemment, ça peut être appliqué à tout plein d'autres cas de figure. Ok, donc ensuite, on vient donc créer l'attribut noise, on vient faire tourner les vecteurs. Je peux les réafficher. Je vais afficher juste la normale. On peut donc faire afficher les vecteurs. Et lorsqu'on applique le déplacement, on va maintenant pouvoir venir moduler l'amplitude en fonction de ce paramètre CurveView. Alors, la chose la plus simple qu'on peut faire, ça va être de multiplier le déplacement, donc c'est-à-dire qu'on va prendre la normale, multiplié par notre contrôleur global d'amplitude, et on va le multiplier par notre attribut CurveView. Remarquez, je rappelle toujours le type de manière à être sûr de bien savoir ce que je manipule. Voilà. Donc, je vais cacher l'affichage de CurveView parce que ça prend pas mal de place visuellement. On va replacer un peu tout ça. Voilà. CTRL B me permet de passer en plein écran. Et voilà. Donc on voit maintenant qu'au début de la courbe, le décalage de ma courbe d'origine est quasiment nul, puis devient de plus en plus important, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Alors, c'est déjà un petit progrès. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de pouvoir contrôler cette amplitude de manière un petit peu plus précise. Ici, on ne contrôle pas grand-chose. En fait, on a juste réduit au début de la courbe, mais on ne peut pas vraiment appeler ça un contrôle. Donc, on va ici remplacer l'utilisation directe de CurveView par une variable intermédiaire. Donc, on va l'appeler déplacement, par exemple. Donc, je vais créer une nouvelle variable locale qui va s'appeler déplacement. Et cette variable, je vais lui demander de la contrôler à partir d'un ce qu'on appelle un ramp, donc un channel ramp, CH ramp. Ce channel ramp, je vais lui donner un nom. On va l'appeler déplacement. Encore, on pourrait l'appeler n'importe comment, mais c'est toujours une bonne habitude à prendre de donner des noms explicites. Et ensuite, il faut lui dire à partir de quel attribut on veut générer ce déplacement. Et donc là, l'attribut, c'est bien évidemment CurveView. Et je remplace donc le deuxième CurveView ici par mon déplacement. Je clique sur le Create Pair Parameter et ça va faire apparaître cette petite courbe qui va me permettre de contrôler en fonction de la valeur de CurveView de savoir quelle va être la valeur de déplacement. Donc, par défaut, c'est une transformation neutre. Quand CurveView vaut 0, le déplacement vaut 0, et quand CurveView vaut 1, le déplacement vaut 1. Et un peu comme les niveaux dans Photoshop, je vais pouvoir ici rajouter des points et, par exemple, faire quelque chose comme ça. Vous voyez que si je resserre ici, je vais cacher l'affichage de mon vecteur normal. Voilà. Et vous voyez que maintenant, seul le milieu de la courbe va présenter un déplacement et toute la partie au début et à la fin
va être écrasé, puisque la valeur de déplacement sera nulle et va faire, par conséquent, tout ça sera égal à 0, et donc le déplacement n'aura pas lieu. Voilà, donc on a maintenant notre espèce de petit arc électrique ici qui gigote au milieu de la courbe. Voilà, donc jusque-là, tout va bien, mais là encore, en termes de contrôle, on peut augmenter la plage du câble sur lequel il va se déplacer. On peut la réduire, on peut bien évidemment animer ces différents points, mais c'est quelque chose qui est relativement fastidieux. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir appliquer un décalage sur cette valeur de curveview. C'est-à-dire que par défaut, curveview vaudra 0 pour le point 0, 0,5 pour le point qui est au centre et 1 pour le point le plus loin. Mais rien ne nous empêche artificiellement, une fois qu'il a été calculé, de le modifier et de dire que le point 0, finalement, on ne veut pas que ce soit celui-là, mais que ce soit celui-ci. Dans quel cas, le point précédent sera le point moins 0, quelque chose, et ainsi de suite. On aura des points négatifs, des points avec des valeurs négatives sur curveview, mais ça n'a pas d'importance. Donc, on va créer un nouveau paramètre qu'on va appeler décalage, float décalage, et comme c'est un paramètre utilisateur, on va utiliser la fonction channel pour avoir une petite tirette qui nous permettra de le gérer. Je clique ici. Les paramètres s'empilent dans l'ordre dans lequel ils ont été créés, donc en l'occurrence, ce n'est pas forcément très visible. Donc je vais ouvrir ici, dans le petit engrenage en haut à droite, le Edit Parameter Interface, et je vais pouvoir ici venir ranger correctement mes différents paramètres. Dans la colonne de gauche, je peux même faire des petites choses, on va dire un petit peu esthétiques. Je vais ajouter un séparateur, de manière à avoir une ligne ici, qui va me permettre de bien faire le distinguo entre mes deux paramètres linéaires ici, et puis ce ramp. Voilà, donc j'ai maintenant une tirette de décalage, et on va... Alors, je vais manquer un petit peu de place, ça va pas être très clair. Voilà, je vais ouvrir une fenêtre, donc Alt-E pour venir ouvrir une fenêtre d'édition. Et ici, le déplacement ne sera non plus basé sur le curveview, mais sur curveview augmenté du décalage. Donc, je vais faire ici plus décalage. Okay. Et on voit que maintenant, je peux venir faire se décaler cette espèce d'arc électrique. Alors, on est un peu coincé ici avec le 0, donc toujours dans le Edit Parameter Interface. Sur le décalage, je vais venir lui dire que par défaut, j'aimerais avoir une tirette, un manipulateur qui va de moins 1 à plus 1. Voilà. Et donc maintenant, on peut faire circuler l'éclair le long de la ligne. Et on va rajouter une dernière petite amélioration à ce premier système pour faire en sorte que, vous voyez ici, quand on avance, quand l'éclair, on va l'appeler comme ça, quand l'éclair arrive au bout, il ressort également de l'autre côté. Donc, pour ne pas qu'il ressorte, donc ça c'est lié au channel, au ramp, pardon, qui va clamper les choses. Donc on va venir le clamper en avance de phase, c'est-à-dire lui dire que le curveview plus le décalage ne doit jamais être supérieur à 0 et ne doit jamais être inférieur à 1. Donc on va ici faire un clamp.
parenthèse devant, et ici, je vais lui dire que je veux clamper le premier paramètre entre 0 et 1. N'oublie pas de fermer la parenthèse. Voilà. Et donc maintenant, j'ai bien mon éclair qui progresse, sans que la sortie de l'éclair d'un côté implique son entrée de l'autre. Donc pour venir animer un effet, ce sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple à utiliser. Voilà. Alors, bien évidemment, on peut toujours venir régler ici le noise pour avoir quelque chose d'un petit peu plus nerveux, d'un petit peu plus chaotique. Et pourquoi pas animer ce paramètre de décalage pour ne pas avoir à le bouger à la main. Donc on peut dire qu'à la frame 1, le paramètre décalage a la valeur de -1, donc je le règle sur -1, Alt-clic pour créer une clé, et que à la frame, alors on va peut-être réduire un peu le temps, je vais donner une centaine de frames, ça suffira, voilà, et que à la frame 100, on aura une valeur de 1. Donc maintenant, si je joue l'animation, j'ai bien mon éclair qui va se déplacer le long de la courbe. Je vais diminuer un petit peu l'amplitude de tout ça. Voilà. Et il resterait une dernière petite chose à ajouter dans la mesure où cette courbe serait un câble. Quand l'éclair apparaît, ici, il est dissocié du début. Et donc ça, visuellement, ça peut être quelque chose qui va faire un petit peu bizarre. Donc, on va répéter l'histoire du channel ramp avec un dernier contrôleur global qui nous permettra de neutraliser le déplacement sur le début et la fin de la courbe. Et donc on avait fait donc une variable déplacement qui était basée sur un ramp à base de curveview. On va en créer un deuxième. Voilà, on va l'appeler float, et donc pardon, c'est un type float et on va l'appeler multiplicateur global. On va appeler ça global mult, c'est un peu plus court. Et ce global mult, donc ce sera un channel ramp, on va l'appeler global mult. Faites attention de ne pas mettre d'espace dans le nom des rampes, Houdini n'aime pas ça du tout. Et ici, donc, on va bien être basé sur curveview, tout simplement. Je clique sur le create per parameter. J'ai donc ma nouvelle courbe, mon nouveau contrôleur ici de type ramp qui apparaît. Et je vais ajouter une dernière multiplication sur la modification de la position et je vais le multiplier par notre multiplicateur global, donc global mult. Cloc. Accept. Voilà. Voilà. Et donc, l'idée étant bien évidemment de dire qu'au début et à la fin de la courbe, la valeur doit être égale à 0, mais que sur tout le reste de la courbe, on veut avoir une valeur assez forte.
notre éclair qui va prendre de l'amplitude, mais qui ne sera jamais décollé du début et de la fin de la courbe, puisque avec ce ramp, on vient le forcer à 0. Alors, je vais corriger un petit peu mes clés d'animation, puisque sur les 24 ou 30 premières frames, il ne se passe pas grand-chose. Donc je vais faire Shift-clic sur le décalage, et ici, je vais mettre peut-être une valeur de moins 0,6. C'est bien. Et une valeur de 0,6 ici, ça devrait. Voilà. Ça, on voit, on profitera un petit peu plus longtemps de cet éclair. Et voilà pour le système. Alors ça commence à être un petit peu compliqué, mais là encore, hein, on a vu, c'est des choses qu'on a ajoutées petit à petit au fur et à mesure des besoins. Donc d'abord, on crée un angle de manière aléatoire pour que l'éclair tourne autour du câble. On fait donc tourner les vecteurs avec une matrice, et ensuite on est venu ajouter le curve view, donc quelque chose qui nous permet de savoir où on se situe sur la courbe entre le début et la fin. Et ensuite, on vient créer des petits rampes pour moduler l'amplitude du déplacement. Voilà, alors je vais venir peut-être rajouter quelques points sur cette courbe. Donc je vais venir ajouter un resample qui va me permettre d'augmenter, d'affiner le nombre de points. On va y aller franco, voilà, je vais ajouter beaucoup de points. Et comme tout mon système est procédural, le curve view est relatif au nombre de points, au numéro de chaque point par rapport au nombre total de points. Donc, quel que soit le nombre de points sur la courbe, ça fonctionnera toujours. Et même chose pour le reste. Voilà, et on va donc ici avoir notre petit éclair qui va progresser le long de la courbe. Et du fait de notre système basé sur cette normale, je vais bien lui demander d'afficher les normales de rotation et non pas l'autre. J'augmente un peu l'amplitude pour qu'on voit bien l'autre courbe. Voilà. Et on va donc avoir un arc électrique qui ne touchera jamais le câble, à part sur là où il le quitte et là où il le rejoint, mais donc on va avoir un éclair qui va tourner et s'enrouler autour de la courbe, ce qui va donner un effet dynamique assez intéressant et relativement similaire à la manière dont ça fonctionne réellement d'un point de vue physique. Voilà pour ça. Alors cette vidéo est déjà relativement longue. Je vais m'arrêter là. Je la reprendrai peut-être juste pour montrer que même si on vient animer cette courbe avec un vélum, par exemple, on pourra faire un petit tour de vélum, bien entendu, tout ce système fonctionne encore. Et ça peut donner des effets relativement intéressants. Et dans la foulée, on en profitera pour venir encapsuler tout ça dans un seul tool, faire remonter les différents paramètres, de manière à avoir un asset qui puisse être partagé avec d'autres personnes, notamment dans le cadre d'un travail en équipe ou sur une série. Si c'est un effet qui doit être réutilisé de manière récurrente, ça permet de l'intégrer à la toolbox de l'équipe. Voilà.
Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à poser des questions. Et en attendant la prochaine vidéo, soyez forts.